le Venezuela est assis sur les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, devant l'Arabie Saoudite et la Russie. Dans les années 70, certains médias appelaient le pays le Venezuela saoudite. Alors pourquoi aujourd'hui, plus de 80% des Vénézuéliens vivent encore sous le seuil de pauvreté ? Laissez-moi vous conter l'histoire du pays maudit par sa propre richesse. En 2017, les Vénézuéliens perdent en moyenne 11 kilos de masse corporelle à cause d'une famine. 93% déclarent ne pas avoir assez de revenus pour se nourrir. Les familles doivent donc sauter des repas. Selon les organisations humanitaires, 15% des enfants de moins de 5 ans sont frappés par la malnutrition sévère. Cette catastrophe, c'est la conséquence directe d'un effondrement économique total. Entre 2013 et 2021, le PIB, la richesse produite par le pays, chute de 80%. C'est tout simplement la plus grande contraction économique de l'histoire moderne pour un pays en paix. En comparaison, durant la Grande Dépression de 1929, la plus grande crise des États-Unis, son PIB a lui chuté de 29%, soit près de 3 fois moins. Ce contraste est encore plus saisissant lorsqu'on sait qu'il y a à peine quelques décennies, le Venezuela était le 4e pays le plus riche du monde par habitant. Nous sommes en 1950. Un Vénézuélien moyen est 2 fois plus riche qu'un Français, un Allemand ou encore un Norvégien. Son niveau de vie rivalise avec celui d'un Suisse. Le Venezuela est un pays riche, avec une classe moyenne établie, des institutions qui fonctionnent, une population diplômée et des infrastructures modernes. À Caracas, on construit des tours modernistes et des autoroutes à 6 voies, des infrastructures parmi les plus avancées du continent. La monnaie locale, le bolivar, est considérée comme aussi solide que le dollar. Tellement solide que le pays devient l'un des rares pays d'Amérique latine où les Européens émigrent pour s'enrichir. En 1958, le renversement de la dictature du général Jiménez laisse la place à la démocratie. Un régime politique stable avec une alternance politique rare pour la région. 2 partis principaux, AD et COPEI, se partagent le pouvoir pacifiquement pendant des décennies. En 1960, Juan Pablo Pérez Alfonso, alors ministre du Développement du Venezuela, est le principal artisan de la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, mieux connue sous le nom de l'OPEP. Il convainc l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et le Koweït de se regrouper avec le Venezuela au sein de cette organisation. L'objectif est de rééquilibrer les relations entre les pays producteurs d'un côté et les compagnies pétrolières occidentales de l'autre. Son plus gros client, ce sont les États-Unis. Les revenus pétroliers financent un État-provident généreux et un système de santé efficace. En 1961, le Venezuela devient même le premier pays de la zone tropicale à se débarrasser de la malaria sur une majeure partie de son territoire peuplé. Alors comment ce pays en paix a-t-il pu passer de la richesse à la ruine en quelques décennies ? Il existe un paradoxe économique qu'on appelle la malédiction des ressources. Les pays riches en ressources naturelles ont souvent une croissance économique plus faible que les pays dépourvus de ressources. Quand un pays exporte massivement une ressource comme le pétrole, les dollars affluent. Cette abondance de devises fait monter la valeur de la monnaie locale. Résultat, les autres produits du pays deviennent trop chers pour être exportés à leur tour. Importer devient moins cher que de consommer localement. Pourquoi acheter des vêtements vénézuéliens quand le Made in Colombia coûte 30% moins cher ? Les usines ferment, les agriculteurs abandonnent et petit à petit, le pays ne sait plus rien faire d'autre que d'extraire sa ressource naturelle. Il devient alors dépendant d'un seul produit et donc vulnérable à la moindre chute du baril de pétrole. Néanmoins, cette malédiction n'est pas une fatalité. Le problème n'est pas la ressource, c'est ce que l'on en fait. La Norvège a le même pétrole, pourtant c'est aujourd'hui le 10e pays le plus riche au monde par habitant. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à la méthode norvégienne qui lui a permis de vaincre cette malédiction. Pour ce qui est du Venezuela, voici les 5 étapes que le pays a appliquées pour transformer son trésor en cauchemar. En 1998, le Venezuela va mal, très mal. Le pétrole est tombé à 10 $ le baril, son plus bas niveau depuis des décennies. L'élite politique s'est enrichie, mais près de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les Vénézuéliens ont l'impression que la manne pétrolière leur a été volée. C'est donc dans ce climat qu'Hugo Chavez est élu avec 56% des voix. Dès son arrivée au pouvoir, il fait adopter une nouvelle constitution par référendum et renforce les pouvoirs présidentiels. Mais le pétrole reste bas, sous les 30 $ le baril, et les réformes tardent. Puis, entre 2004 et 2008, la demande de pétrole explose et le prix du baril est multiplié par 14 pour atteindre 147 $. Le Venezuela se retrouve alors assis sur une montagne de cash, 325 milliards de dollars. Cette manne, Chavez l'utilise pour acheter le soutien populaire. Avec la mission Robinson, 1,5 million de personnes apprennent à lire. Avec Barrio Adentro, des milliers de cliniques sont construites dans tout le pays et des médecins cubains s'installent dans les quartiers pauvres. Avec Mercal, 16 600 supermarchés proposent des produits jusqu'à 50% moins chers que dans le commerce classique. Avec Habitat, des dizaines de milliers de logements sociaux sortent de terre. L'essence devient quasi gratuite, quelques centimes le litre,
et la part de la population qui n'arrive pas à couvrir ses besoins essentiels passe de 49% à 28%. L'écart entre les riches et les pauvres devient le plus faible d'Amérique latine. Chavez est réélu, mais en coulisses, alors que les missions sociales ont soulagé des millions de Vénézuéliens, l'outil de création de richesse, le pétrole, lui, est délaissé. Rien n'a été investi dans les puits, les raffineries, les infrastructures. Les pipelines de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, n'ont pas été entretenus depuis des décennies. D'ailleurs, si le nom PDVSA vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez vu sur des Formule 1. Entre 2011 et 2015, Pastor Maldonado, un pilote vénézuélien, a été sponsorisé par la compagnie nationale pour la modique somme de 46 millions de dollars par saison. Pour remettre à niveau les infrastructures de la compagnie nationale, il faudrait aujourd'hui entre 58 et 90 milliards de dollars. Première leçon, Chavez a distribué les fruits sans entretenir l'arbre. Quand l'arbre meurt, il n'y a plus rien à distribuer. Afin de maintenir sa popularité auprès des Vénézuéliens, Chavez impose des quotas de production obligatoires sur 12 produits de base comme le riz ou encore le café. En 2003, un décret fixe le prix en dessous du coût de production. En 2009, le régime va encore plus loin en imposant des sanctions sur les spéculateurs qui vendent au-dessus. Quand le prix légal est inférieur au coût de production, les producteurs arrêtent de produire afin d'éviter de perdre de l'argent. En cas de non-respect, l'armée intervient. En février 2009, elle prend le contrôle des usines de riz. En mai 2010, elle saisit 120 tonnes de nourriture appartenant à Empresas Polar, le plus grand producteur alimentaire privé du pays. Le même mois, au moins 40 bouchers sont arrêtés pour avoir vendu du bœuf au-dessus du prix contrôlé. La production de canne à sucre chute de 51%, celle de maïs de 48%, celle de riz de 57% et celle du poulet s'effondre de 59%. Le cheptel bovin passe de 13 millions à 8 millions de têtes. Le Venezuela, qui produisait 70% de sa nourriture, se met à en importer 70%. En 2010, 120 000 tonnes de nourriture pourrissent au port de Puerto Cabello après la nationalisation des infrastructures portuaires. En 2014, l'hôpital universitaire de Caracas cesse les opérations chirurgicales par manque de fournitures. Les rayons des supermarchés se vident. Les prix dans une économie, c'est de l'information. Quand le bœuf devient rare, son prix monte. Ce signal dit aux consommateurs, achetez autre chose. Et aux producteurs, produisez-en plus. Naturellement, un équilibre va se rétablir. Mais quand l'État fixe les prix par décret, ce mécanisme se casse. Les producteurs vendent à perte et arrêtent de produire. Forcer les prix à baisser ne crée pas de richesse, mais détruit ceux qui la produisent. Avant 2002, PDVSA était considérée comme l'une des compagnies pétrolières nationales les plus efficaces au monde. Elle comptait 40 000 employés qualifiés dont la compétence était recherchée par les autres compagnies pétrolières. PDVSA, c'était un monde à part. On y entrait au mérite, pas par relation. Les ingénieurs et les techniciens qui la dirigeaient avaient bâti une culture d'excellence que les politiciens ne contrôlaient pas. On l'appelait l'État dans l'État. C'est précisément ce que Chavez ne pouvait pas tolérer. Les directeurs de PDVSA bloquaient les transferts d'argent vers les programmes sociaux de Chavez. Ils estimaient qu'il fallait réinvestir dans l'entreprise afin de maintenir la production. Alors, en décembre 2002, les cadres lancent une grève générale pour forcer Chavez à démissionner. Le paro petrolero. La production est paralysée pendant 63 jours. Imaginez, le pays disposant des plus grandes réserves de pétrole au monde doit importer du pétrole afin d'honorer ses contrats. Chavez apparaît alors dans son émission Allo Presidente et sort un sifflet tel un arbitre de football. Il lit les noms des directeurs un par un en disant « Coup de sifflet, dehors ». 7 dirigeants sont publiquement humiliés devant les caméras. Entre février et mars 2003, près de 50% des effectifs, soit 20 000 employés, sont licenciés. Pourtant, PDVSA va passer de 40 000 à 150 000 employés. Ces embauches massives correspondent aux loyalistes qui remplacent les techniciens. L'effondrement de la production pétrolière commence. En 2006, le ministre de l'Énergie, Rafael Ramirez, s'adresse aux employés. PDVSA est rouge de haut en bas. Soutenez le président Chavez ou perdez votre emploi. En 2014, le département R&D de PDVSA perd 80% de ses chercheurs. Ces 20 000 experts licenciés s'expatrient ou sont débauchés par des majeures pétrolières mondiales, très heureuses de pouvoir bénéficier de cette main-d'œuvre hautement qualifiée. Pendant ce temps, la production vénézuélienne passe de 3,5 millions de barils par jour en 1998 à 2,4 millions de barils en 2008 à 830 000 barils en 2019. Dès 2013, les États-Unis avaient imposé des sanctions économiques contre le Venezuela face aux répressions du régime de Nicolás Maduro. En 2017, Trump interdit quasiment au Venezuela d'accéder au dollar et donc aux marchés financiers internationaux. Quelques mois plus tard, les agences de notation Fitch et S&P déclarent le pays en défaut de paiement. Puis en 2019, vient un véritable embargo pétrolier qui interdit d'acheter le baril vénézuélien. À cette date, la production de pétrole vénézuélienne avait déjà chuté de 76%. Troisième leçon, il faut des décennies pour former des ingénieurs, il suffit d'un coup de sifflet pour les perdre. Le Venezuela a certes gardé ses puits, mais a perdu les experts qui savaient en extraire l'or noir.
Chavez popularise un cri lors de ses émissions télévisées « Expropiese », qu'on exproprie. Il pointe du doigt des bâtiments, des entreprises, des terrains et ordonne leur nationalisation. Entre 2002 et 2006, 15 entreprises sont nationalisées. Entre 2007 et 2012, le chiffre explose à 1147. Pétrole, acier, ciment, banque, agriculture, alimentation, tourisme, transport, tous les secteurs y passent. ExxonMobil et ConocoPhillips sont expulsés en 2007. 2 millions d'hectares de terres agricoles sont redistribués. Le Hilton de Caracas est rebaptisé Hotel Alba. Quelques années plus tard, les couloirs sont moisis, les salles de bain verrouillées et les moquettes usées. Les tribunaux internationaux accordent des milliards de dollars de compensation, mais peu sont payés. Les investissements étrangers s'effondrent. Si l'État peut prendre votre entreprise demain, personne ne construit d'usine aujourd'hui. Les capitaux fuient vers les pays où le droit de la propriété est encore respecté. 4e leçon, la propriété privée, c'est la confiance. Sans cette garantie, personne n'investit, personne ne construit, personne ne prend de risques. Le chaviste Jorge Giordani, ministre de la Planification jusqu'en 2014, déclare « 300 milliards de dollars ont simplement été volés ». Mais où est passé l'argent ? L'Assemblée nationale a tenté de retracer une partie de ces flux. Elle estime que 87 milliards de dollars ont été purement et simplement détournés. Le Venezuela est gangréné par la corruption. En 2019, le Trésor américain révèle que le programme alimentaire est en réalité un vaste réseau de corruption. Les officiels surfacturent des produits de mauvaise qualité afin de détourner des centaines de millions de dollars. Le Venezuela est régulièrement classé parmi les 4 pays les plus corrompus au monde. Alejandro Andrade, ancien garde du corps d'Hugo Chavez, a été nommé trésorier de la nation. À ce poste, il a détourné près d'1 milliard de dollars. Il achète des jets privés, des Rolex et au moins 17 chevaux de saut d'obstacles de classe olympique pour son fils. La leçon finale, quand produire et investir n'est plus rentable, la dernière option, c'est le vol. Lorsqu'Hugo Chavez meurt d'un cancer à 58 ans en mars 2013, Nicolás Maduro lui succède. Ancien chauffeur de bus devenu ministre des Affaires étrangères, il était le dauphin désigné de Chavez. Il hérite d'une économie structurellement malade. Le baril, qui était à 100 $ en 2013, chute à 50 $ fin 2014, puis à 30 en 2016. Ce même pétrole qui représente 96% des exportations et 50% du budget de l'État. Cette extrême concentration n'a fait qu'empirer les conséquences de la chute. Ce principe, il s'applique également aux investissements. Concentrer son épargne sur un seul secteur ou un seul pays augmente le risque. Pour vous aider à évaluer la diversification de votre portefeuille, ouvrez le scanner de diversification de l'application Finari. Notre algorithme scanne l'intégralité de vos placements boursiers et calcule un indicateur de diversification à titre informatif. Ainsi, vous pourrez visualiser votre exposition à un secteur, un pays ou encore une zone géographique. Mais assez parlé de Finari, revenons au Venezuela. Au lieu de réduire les dépenses ou d'accepter l'aide internationale, Maduro choisit de nier la crise. Il parle de guerre économique menée par l'opposition et les États-Unis. Il décide alors d'imprimer de la monnaie afin de financer le déficit. Comme la monnaie en circulation explose, les prix des produits s'envolent. L'inflation passe de 41% en 2013, un taux déjà incroyablement élevé, à 122% en 2015. Les prix vont ensuite augmenter de 438% en 2017 et de 65 370% en 2018. Entre 2016 et 2020, l'inflation cumulée dépasse les 250 millions de pourcents. Concrètement, une banane plantain coûte autant qu'une maison quelques années plus tôt. Un Vénézuélien qui avait laissé sur son compte bancaire l'équivalent de 10 000 € en bolivars en 2013 se retrouve avec moins d'1 centime en 2018. L'hyperinflation ne détruit pas seulement les prix, elle efface également l'épargne de millions de familles. Le salaire minimum mensuel est fixé à 130 bolivars depuis mars 2022, soit à peine 37 centimes d'euros. Le gouvernement supprime 14 zéros de la monnaie en 13 ans, à travers 3 redénominations successives. Maduro en rit à la télévision en 2017 lorsqu'un collaborateur mentionne avoir perdu du poids. Tu as perdu du poids grâce à la diète Maduro. Le terme devient viral. Depuis 2015, presque 8 millions de Vénézuéliens, 1 habitant sur 4, ont fui le pays. Certains traversent le Darien Gap, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Cette jungle de 100 km de long entre la Colombie et le Panama est faite de rivières infestées de crocodiles, de montagnes escarpées et de gangs qui rançonnent les migrants. En 2023, cela n'a pas empêché plus de 500 000 Vénézuéliens à emprunter cette route et risquer leur vie.